Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle et dernière édition du journal télévisé présenté conjointement entre ProRussia.tv et la radio d'État, La Voix de la Russie. Par décret présidentiel du 9 décembre dernier, La Voix de la Russie cesse d'exister ce lundi soir 31 mars à minuit. Avec l'agence de presse RIA Novosti, elle aussi dissoute, elles formeront désormais l'agence publique d'information internationale Rocha Segodnia, Russie d'aujourd'hui. Après 80 journaux hebdomadaires, plus de 845 émissions politiques, culturelles, économiques ou historiques, une page se tourne. Merci pour votre fidélité puisque nous étions désormais 900 000, oui, 900 000 à nous retrouver pour ces flashs de réinformation, conscients que la vérité n'est jamais tout entière du même côté et luttant contre une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français. Merci à ceux qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet, que ce soit à Paris ou à Moscou. Merci à ceux qui nous ont suivis partout sur la planète, foyer de résistance à ce nouvel ordre mondial, destructeur des nations et des peuples, porteur de la culture de mort et du mondialisme que l'on veut nous imposer. Une page se tourne, mais nous ne voulons pas croire que le livre se ferme. Vous pouvez nous aider en témoignant de votre attachement à ProRussia.tv par mail à l'adresse suivante continuons@prorussia.tv. Plus nous recevrons de mails, plus nous pourrons convaincre nos partenaires de continuer ce combat avec nous. Vous pouvez aussi nous aider en finançant nos émissions. Nos équipes sont bénévoles, mais les coûts de diffusion, compte tenu de l'audience, de votre audience, s'élèvent à près de 10 000 € par émission. 900 000 téléspectateurs, 10 000 € pour une émission, soit 0,1 centime d'euro chacun. Sans vous, ProRussia.tv n'existerait pas. Alors écrivez-nous et permettez-nous de tenir jusqu'à nos nouveaux partenariats. Au sommaire de cette édition du 31 mars 2014, second tour des municipales en France, devant le déni de réalité de la classe politique et médiatique française, le troisième tour des européennes risque d'être chaud. Les Chinois à Paris, la version de Jean-Yann était plus drôle que celle de Monsieur Bricolage. Depuis une loi du 13 décembre 1988, vous n'êtes qu'un produit financier, vous ne vous appartenez plus. Soirée au Centre culturel serbe de Paris, rencontre avec Slobodan Despot et Nikola Mirković. La seule solution pour l'avenir de l'Ukraine, c'est le plan Lavrov de la diplomatie russe. Syrie, sans l'ingérence de l'alliance contre nature de la Turquie, d'Israël et du Qatar, le peuple syrien serait en paix. Un art russe unique en concert à l'ambassade de Paris, Sergueï Polanichko ressuscite l'orchestre de corps russe de l'impératrice Élisabeth. Notre analyse des élections municipales de dimanche dernier, écrite pour des raisons de bouclage à 16 h avant les résultats officiels, s'est révélée en tout point conforme à la réalité des urnes. Même exercice pour cette édition, la politique française est à ce point sclérosée qu'il ne peut y avoir de surprise. Du premier tour, on notera le culot et le cynisme de ces ténors de gauche comme de droite qui refusent au tout nouveau maire Front National, Steve Briouat, et aux potentiels autres qui peuvent sortir des urnes ce soir après 20 h, les compétences pour diriger une ville. Tout d'abord, pour se faire juge, il ne faut pas avoir été délinquant. Et quand on voit le bilan de certaines municipalités, de certains conseils généraux ou régionaux, ou tout simplement l'état de la France, on est en droit de se poser la question de savoir qui peut faire pire. Tout le monde semble oublier que l'actuel président de la République a été le président du Conseil général de la Corrèze, le département le plus endetté et le plus mal géré de France. Alors, laissons au moins au futur maire Front National la présomption de compétence. C'est pourtant une légende tenace, véhiculée par le mainstream médiatique et les états-majors politiques, qui veut que les mairies, autrefois emportées par le FN en 95 et 97, Toulon, Marignane, Orange et Vitrolles, ont été des échecs cuisants. C'est faux. Ne serait-ce que pour Orange, où pour la 4e fois consécutive, son maire, Jacques Bompard, invité régulier de nos plateaux, l'emporte au premier tour en améliorant d'une élection à l'autre son score avec un bilan extrêmement efficace, baisse des impôts, hausse des investissements, revitalisation du tissu économique, préservation du patrimoine, solidarité urbaine, etc. etc. Mais c'est également faux pour les villes retournées dans le giron de l'UMP ou du PS. Dans une étude fouillée, Jean-Yves Le Gallou, de la Fondation Polémia, a
prouvé que ces mairies auraient mérité le triple A. Les chiffres confirment en effet que les maires FN ont rétabli la situation financière de chacune de ces villes. Les rapports des différentes cours des comptes régionales sont aussi là pour le prouver. Les électeurs locaux, eux, ont également porté un jugement nuancé et souvent positif sur les mairies Front National. Notons d'abord qu'en dehors de Vitrolles, conquise à la majorité absolue en 97, les mairies de Marignane, de Toulon et d'Orange ne furent gagnées en 95 que dans le cadre d'élections triangulaires. Les vainqueurs ont donc commencé leur mandat avec un potentiel de moins de 40% des suffrages. Pourtant, 3 des 4 maires ont été réélus en 2001. Jacques Bompard, quant à lui, récidivera en 2007 et en 2014. Il est vrai que les maires FN partent avec un handicap certain. Ils n'ont pas les appuis et les connivences nécessaires au sein des conseils généraux ou régionaux pour obtenir moult subventions comme d'autres. Au contraire, ils doivent faire face à la mesquinerie permanente des services de l'État. Comme c'est le cas à Orange, où la veille des élections municipales a été décidé le transfert du 1er régiment de cavalerie de la Légion étrangère d'Orange à Carpiane, une municipalité PS. Un régiment qui part, c'est 800 familles qui déménagent, ce sont 20 millions d'euros de pouvoir d'achat qui quittent le bassin d'Orange, ce sont des dizaines d'entreprises, de fournisseurs et de sous-traitants qui sont fragilisés pour des raisons bassement politiciennes. Plus que de l'inexpérience des maires FN, les électeurs français sont victimes des diktats venus de l'étranger et qui imposent à la France un gouvernement soumis à des intérêts atlantistes alors qu'une autre majorité pourrait exister en France. Le résultat des urnes ne reflète pas le pays réel. La vitesse à laquelle les listes qui ne jouent pas le jeu mesquin du Front républicain ont perdu leur investiture PS ou UMP, voire leur exclusion en cas de fusion de listes avec les candidats FN, en dit long sur le degré de soumission des états-majors parisiens à certains lobbies ou à certaines loges. Dans un récent sondage de l'IFOP, 55% des sympathisants de l'UMP et 62% de ceux du FN souhaiteraient un rapprochement aux élections locales. Le jour où ils se lasseront de perdre alors qu'ils sont majoritaires, l'une de ces deux formations disparaîtra. Des urnes sortiront ce soir sans doute plusieurs autres maires Front National. Quotidiens, radio, télévision prédiront la fin de la démocratie, l'apocalypse après l'aurore. Experts et philosophes parleront de cette tâche indélébile sur la République. Peut-être même que des cellules psychologiques seront mises en place. Le traumatisme sera si grand qu'un remaniement ministériel est même possible. Enfin, un simple jeu de chaises musicales. Car si l'endormi de Matignon risque fort de retourner s'occuper de son aérodrome à Nantes, les Valls, Fabius, Taubira, Payon et autres sinistres en poste seront toujours là, quitte à s'échanger les Marocains. Entre Young Leaders, point de trahison. Le pays légal sera toujours l'ennemi du pays réel. Autant dire que les élections européennes de juin prochain promettent aux experts, journalistes et philosophes une autre grande claque à la République. Les pays du sud de la zone euro, la France y comprise, sont frappés dans le sillage de la crise de 2007-2010 par une crise de la dette publique qui provient exclusivement d'une pénurie monétaire qui s'organise tous les jours dans les banques. Le moteur de cette crise, la titrisation des créances bancaires. Celle-ci est tout à fait légale. C'est une création législative qui date de 1988 sous le gouvernement de Michel Rocard. Une directive européenne transposée dans la loi française qui transforme en titres financiers plus de 50% des Français ayant contracté des crédits bancaires, réduisant légalement en esclavage les débiteurs. C'est une véritable trahison politique dont les effets sociaux se traduisent encore de nos jours par la destruction massive de centaines de milliers d'emplois. Lorsqu'il y a moins de monnaie, il y a moins de capacité d'échange et donc surendettement à tous les étages de la société, de l'individu à l'État en passant par l'entreprise. Mais comment les banques détruisent-elles la monnaie? Quelles sont les raisons de cette destruction massive de monnaie? Dans quelle proportion? Qui sont les responsables? C'est à cet ensemble de questions que répond Dominique Michel. Économiste autodidacte, il participe au nouvel élan que véhicule Internet et qui révèle les grandes trahisons contemporaines. La finance étant l'une de ses cibles privilégiées, il vient de lancer le tout jeune syndicat de lutte contre les banques qui vise à fédérer les acteurs de ce combat pour organiser la surveillance démocratique de la politique financière et monétaire. Auteur d'un ouvrage intitulé « Crise de la dette, crime contre l'humanité », il nous explique dans un premier temps les conséquences de cette fameuse loi du 23 décembre 1988 et la mise en esclavage des emprunteurs par l'Europe des banquiers. Alors vous faites référence à une loi du 23 décembre 1988 de titrisation des créances bancaires, justement. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?
Voilà, alors, dès lors que l'on a ce prérequis, à savoir que la monnaie est une dette circulante, et que nous sommes donc tous, nous, dès lors que nous avons un crédit, producteurs de monnaie, cette loi est très intéressante parce qu'elle elle fige un statut ce que l'on va appeler du débiteur, hein, c'est celui qui a un crédit auprès d'une banque. Elle fige ce statut dans un autre monde, c'est-à-dire qu'il devient esclave. Alors pourquoi ? Moi, je suis né en 1955. En 1926, il y a une convention à Genève qui a défini l'esclavagisme. L'esclavagisme ? L'esclavagisme. Cette définition, elle est très simple. C'est l'esclave est un individu sur lequel s'appliquent les attributs de la propriété. Et là, déjà, c'est simple, c'est tout. C'est pas les chaînes, c'est pas le manque de liberté, c'est pas la violence. Tout ça, on le sait que dans notre histoire européenne et américaine, on sait que l'esclavage, c'est aussi tout ça. Mais c'est d'abord et avant tout la traite des hommes, c'est-à-dire la vente des hommes. Or, cette loi a mis en place le grand marché financier à Paris, mais aussi à Londres, Bruxelles, Bonn à l'époque, Berlin, Rome, Madrid maintenant, Lisbonne, et la Grèce aussi, Athènes. Un grand marché financier, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait rien. Et en 88, ils ont, la communauté européenne, par une circulaire que nous avons été obligés de transposer dans notre droit national, a demandé fermement et sans contour à l'État français de mettre en place ce marché-là. Et elle a demandé à organiser les acheteurs. Hein? Alors imaginez-vous un grand caravansérail. Mais alors, quelle est la portée pour chaque individu justement que ça attendez, j'y arrive. Donc il y a des gens qui se sont constitués en OPCVM, enfin des gens des sociétés, parce qu'il y avait de l'argent donc à placer, qui était disponible, qui attendait simplement que des intérêts à prendre. Et l'État français, dans le même parcours de cette loi, a organisé les vendeurs. Et les vendeurs, ce sont les fonds communs de créances. C'est-à-dire que l'État a fait un signe aux banques en disant « Nous allons légiférer sur le fait que maintenant, toutes les créances que vous avez à votre actif, c'est-à-dire nos dettes à nous, hein, nous, elles sont dans notre passif, en fait, l'emprunteur, toutes les créances que vous avez à votre actif, eh bien maintenant vous pouvez les vendre. Et c'est très bien parce que le comité de Bâle vous demande à ce que vos fonds propres, c'est-à-dire l'argent propre des banques, fassent au moins 8% de votre actif, c'est-à-dire des créances que vous allez faire. Vous comprenez bien, et là c'est une petite parenthèse qu'il faut bien comprendre aussi, vous comprenez bien que dans cet état, les banques, si elles veulent augmenter leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le crédit, la masse des crédits qu'elles sont capables de mener, eh bien il faut qu'elles fassent des tours de table, j'allais dire permanents, pour augmenter leurs fonds propres. Or, comme ça n'est pas possible, les banques ont toujours les mêmes fonds propres, et elles purgent l'actif pour que ça fasse toujours le ratio de Cook, ce qu'on appelle le ratio de Cook de 100, de 8%. Dominique Michel présente ensuite les raisons qui l'ont poussé à engager un combat à la fois syndical et politique, notamment en dénonçant la responsabilité des hommes et des femmes politiques français, dont un certain François Hollande. Vous avez engagé un combat personnel et syndical contre le système bancaire, mais aussi un engagement politique, puisque là vous avez quand même précisément nommé, enfin pas dans le présent entretien, mais vous m'aviez expliqué, vous visez précisément le président de la République actuelle, François Hollande, dans votre combat politique aujourd'hui, si je comprends bien. Pourquoi ? Oui, eh bien parce que c'est un personnage clé de cette loi. Par opportunisme, hein. Je ne juge pas son action comme ça, et je le dis par opportunisme, il s'est présenté comme étant le président de la commission paritaire mixte, la commission mixte paritaire, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pour finaliser le texte de cette loi-là. Donc il porte une responsabilité par sa synthèse. Hein. Il l'a bien analysé, ce texte. Il a bien su ce qu'il contenait, quelles étaient les conséquences.
savez-vous quand même qu'à l'heure actuelle, la destruction monétaire, c'est-à-dire la somme des titrisations des créances bancaires à l'heure actuelle, représente 450 milliards d'euros. Donc au lieu d'avoir peut-être 5 litres de sang dans notre corps, nous n'en avons plus que 3 litres. Voilà pourquoi l'économie ne marche pas. Partout vous entendez « Ah, bah il manque d'argent ». Mais oui, il manque de l'argent. C'est pas qu'il y ait beaucoup de riches ou beaucoup plus de riches. À la limite, ceux-là, ils ont toujours existé. Sauf que maintenant, il y a une capacité d'échange qui est amoindrie précisément parce que le moyen de cette capacité a diminué. Si on remettait en branle, si on obligeait les banques, par exemple, à mettre leurs créances comment dirais-je, les banques sont l'interface en fait entre les acheteurs et les débiteurs. Elles sont l'interface visible. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, que la créance soit vendue ou pas, c'est la banque qui vous attaque. Donc elles sont l'interface. Si on demandait à ces interfaces-là de mettre toutes les créances, de payer toutes les créances qu'elles payent normalement à leurs acheteurs à la Banque de France, à l'actif de la Banque de France, il y aurait une créance globale de 450 milliards d'euros, et au passif, il y aurait un compte français de 450 milliards d'euros en liquide. Voilà le problème. Donc cet individu-là, il sait très bien et fort bien ce qu'il a fait en 88, ce qu'il a soutenu, ce qu'il a défendu. Et autour de lui, il n'y avait pas que M. Hollande. Ah non, alors là, il y a toute une ribambelle. C'est très étonnant. Il y a Mme Boutin, par exemple, il y a Ségolène Royal, il y a M. Le Foll, il y a M. Sarkozy, Fillon, Juppé, il y a M. Bayrou. Tous les gens que vous voyez à l'heure actuelle en politique ont commencé leur carrière politique pour 80% d'entre eux en 1988 et a voté cette loi le 23 décembre en catimini, c'est à la veille de Noël, et c'est sorti le 31 décembre au journal officiel, donc à la veille du jour de l'an. Qui va s'amuser à lire le journal officiel le 31 décembre. C'est-à-dire que donc les Français sont devenus des esclaves du monde financier malgré eux, en catimini, en 88, oui. Et qu'aujourd'hui vous leur apportez déjà l'information, oui. Qu'ils aient conscience effectivement de leur situation, et éventuellement des possibilités de s'affranchir de cet esclavagisme. Bien sûr. Il faut se confronter aux banques, il faut leur dire, par exemple, à partir de telle date, nous ne rembourserons plus les créances. Pour mettre en échec le système bancaire, une solution préconisée consisterait à retourner le système de titrisation et à revendre soi-même sa créance aux débiteurs de son choix, banque ou organisme financier, pourquoi pas russe ou chinois, ceci afin de faire réfléchir les pouvoirs politiques et bancaires locaux. Les diverses analyses et propositions présentées par Dominique Michel sont rassemblées dans son ouvrage disponible à l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. Vous pouvez bien entendu retrouver la totalité de cet entretien sur notre chaîne Rencontre avec. Pour sa première visite d'État en Europe, le président chinois a, comme la plupart de ses compatriotes, choisi la France. Les services protocolaires français ont donc rivalisé de savoir-faire pour offrir au président Xi Jinping un séjour fastueux qui lui permette d'apprécier pleinement les charmes et la culture française. On a donc eu recours à tout ce que la République comptait de dorure, mais également au faste de la royauté, en réservant une soirée exceptionnelle au château de Versailles, une des destinations privilégiées des touristes chinois. Jamais, en effet, un chef d'État chinois n'aura été accueilli avec autant d'égards, même si le cinquantenaire des relations établies entre les deux pays sous l'égide du général de Gaulle ne justifiait pas autant de faste. C'est peut-être là l'erreur commise par ce qui reste de diplomatie française, plus empreinte de culture économique que de culture tout court. Si les diplomates du Quai d'Orsay n'avaient pas été remplacés par des VRP, ils n'auraient certainement pas fait l'impasse sur ce proverbe chinois qui veut que plus les sentiments sont distants, plus les politesses sont nombreuses. Dans un pays où tout sentiment se camoufle derrière un sourire, il y a fort à parier que les membres de la délégation chinoise n'ont pas été dupes des courbettes déployées. À l'issue du voyage, les autorités françaises ont déclaré avoir signé une cinquantaine de contrats pour près de 18 milliards dans le nucléaire civil, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'écologie et diverses technologies, autrement dit, à part l'armement, le dernier précaré industriel français.
50 contrats pour un cinquantenaire, c'est presque trop beau pour y croire. Et peut-on croire au miracle quand l'économie française s'étouffe et que tombent les chiffres catastrophiques du chômage? On espère encore attirer des investisseurs chinois alors que ceux-ci se demandent quel intérêt ils auraient à placer leurs capitaux dans un pays qui sera bientôt à vendre au plus offrant et à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi se jeter à l'eau avant que la barque n'ait chaviré? Comme l'inversion de la courbe du chômage, ces contrats ne sont en réalité que des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. En effet, personne ne tient compte des pertes sèches que représenteront au final les transferts de technologie qui ont permis au groupe français de remporter in extremis ces marchés. Car il est fini le temps où l'on considérait que l'Europe aurait toujours un temps d'avance et que les Chinois ne pourraient jamais avoir la bombe H parce qu'ils n'avaient pas le même alphabet que nous. Aujourd'hui, la Chine achète, apprend et produit parfois mieux. Les opérations militaires françaises en Afrique, sous couvert d'humanitaire, qui ont fait perdre à la Chine l'exploitation de ressources minières et énergétiques, font aussi partie des leçons que les Chinois ont bien retenues dans le cadre des négociations menées avec Paris. Si l'accession de la Chine à l'OMC a permis aux consommateurs européens de profiter plus encore des faibles coûts de la main-d'œuvre chinoise et donc d'augmenter sa consommation sans accroissement de revenus, la Chine s'est bien réservée d'accorder aux entreprises des États membres l'accès libre promis à ses marchés intérieurs. Le président Hollande a déclaré vouloir équilibrer les relations commerciales entre les deux pays. Vouloir, difficile de dire « je veux » à la seconde puissance économique mondiale, en passe de devenir la première et qui comptera bientôt le plus grand nombre de milliardaires. De toute manière, il se répète à chaque contact avec un pays étranger sans que cela ne modifie en rien la situation économique française. Monsieur Bricolage voulait aussi très fort infléchir la courbe du chômage. On voit le résultat. Le pouvoir lui étant monté directement à la tête après être passé sous la ceinture, Monsieur Bricolage joue au petit monarque républicain, prétendant imposer sa volonté sur l'histoire et les hommes en claquant de sa goule un « je veux » péremptoire. La galerie des glaces du palais de Versailles semble lui avoir joué des tours. République oblige, François Hollande a quand même évoqué la question des droits de l'homme, mais du bout des lèvres, lors d'un échange de toasts. Monsieur Bricolage n'a pas été jusqu'à s'abaisser à parler de choses aussi vulgaires entre personnes de bonne compagnie. Surtout que la Hollandie a peu de leçons à donner en matière de censure, de fichage, d'écoute ou de répression de sa population. Cette déclaration susurrée, donc, était plus destinée à maintenir le peuple français dans la croyance de vivre encore dans la patrie des droits de l'homme. Et dire que lorsque le président Sarkozy avait effectué son voyage en Chine, l'apprenti dictateur s'offusquait que la France puisse entretenir des relations avec l'Empire du Milieu. Que dire alors des relations entretenues aujourd'hui avec des États qui instituent la torture, l'emprisonnement préventif, l'esclavagisme, le terrorisme d'État et l'absence de liberté, voire le massacre de populations civiles au nom de la réelle politique économique. Force est de constater que depuis l'arrivée au pouvoir de M. Bricolage, la France est en cours d'effaçage. Pour conclure, recourons à la sagesse confucéenne. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Le film des années 70, Les Chinois à Paris, relate l'invasion en douceur de la France par les Chinois qui veulent la réformer. Le personnage principal, animé d'un esprit de collaboration lucratif, transforme la France en un véritable pays décadent. Les Chinois finiront par évacuer brusquement la France, permettant le retour du président de la République française qui s'était réfugié aux États-Unis. Quelquefois, la réalité dépasserait presque la fiction. Mais aujourd'hui, les Chinois ont appris et ils ne cherchent plus à réformer alors qu'ils peuvent imposer avec le sourire. Seul le président américanisé du film est toujours d'actualité, devenant le personnage central qui résiste non à l'envahisseur, mais contre son peuple. Les Français ont la jaunisse et n'ont plus envie de rire. S'ils se soulagent encore dans les urnes, ils sentent bien que rien ne s'améliorera sans un traitement purgatif radical. Ils connaissent ce traitement, mais craignent encore de se l'appliquer. Souhaitons-leur d'avoir encore le temps. Il y a 15 ans, le 24 mars 1999, l'OTAN débutait sa campagne de bombardement, aussi violente qu'illégale aux yeux du droit international, contre la Serbie. Le but officiel de cette mission, intitulée « Forces alliées », était de stopper le président serbe Slobodan Milosevic, alors engagé dans une guerre contre les indépendantistes albanais du Kosovo et accusé par la communauté internationale de nettoyage ethnique. Cette opération de bombardement lancée par les États-Unis et l'OTAN n'épargnera ni civils ni militaires. Comparable à l'Irak, cette agression armée ne visait en réalité qu'à justifier la présence des troupes américaines au cœur même de l'Europe après la chute de l'Empire soviétique.
Au nom de la défense des populations albanaises du Kosovo, on a brisé une nation européenne souveraine qui refusait d'intégrer le nouvel ordre américain et dont le sort devait servir d'exemple pour lutter contre toute velléité d'indépendance vis-à-vis de Washington. L'indépendance du Kosovo fut proclamée unilatéralement par la population albanaise de cette province libérée du joug serbe, au prix d'un nettoyage ethnique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, et en arrachant le cœur même de l'âme et de l'histoire serbe, l'Empire atlantiste s'est créé sur mesure un pays totalement artificiel, capable d'accueillir la gigantesque base américaine de Boone Steel. Dans les faits, elle a installé un régime mafieux composé d'anciens criminels de guerre, se livrant à divers trafics, du trafic de drogue au trafic d'organes. Les populations serbes du Kosovo, quant à elles, vivent encore persécutées sur les terres de leurs ancêtres. C'est ce triste anniversaire que le Centre culturel de Serbie de Paris a voulu commémorer autour d'une exposition photo sur les bombardements et de la représentation du livre Le martyr du Kosovo par son auteur Nikola Mirković, par ailleurs membre de l'association Solidarité Kosovo. Vous trouverez la conférence complète sur notre chaîne Contre-Enquête. Cette conférence a été animée par l'écrivain et fondateur des éditions Xenia, Slobodan Despot, que nous vous avions déjà présenté dans une émission précédente. Ami d'Alexandre Zinoviev, cet écrivain atypique fait partie de ces véritables empêcheurs de penser en rond. Il nous présente son dernier ouvrage, Le Miel, dans lequel il raconte l'itinéraire improbable d'un homme qui se révèle à lui-même en partant à la recherche de son père dans une zone de conflit au cœur de l'Europe. Vous présentez votre dernier roman, Le Miel, qui retrace l'itinéraire d'un homme qui va chercher son père dans une région dévastée par la guerre. Comment vous est-il venu l'idée d'écrire ce roman aujourd'hui ? Eh bien, c'est une idée ancienne qui remonte à plus de 5 ans et qui est fondée sur une histoire vraie qu'on m'a racontée, qui s'était passée dans la Krajina serbe dans les années 90, plus exactement à la fin de l'année 95, lorsque, on s'en souvient peut-être, la population serbe de la Krajina, qui fait aujourd'hui partie de la République de Croatie, a été expulsée entièrement par une vaste opération de nettoyage ethnique qui s'appelait l'opération Tempête. C'est toute une région qui, depuis le XVIe siècle, était peuplée de Serbes, qui a été vidée par le fer et le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus aucun habitant. Aujourd'hui encore, elle est largement désertique. Et il se trouve qu'un homme y était resté à l'arrière des lignes, ou plutôt au-dessus des événements, puisqu'il était resté dans sa montagne avec ses abeilles, un apiculteur, un vieil homme. Et c'est son histoire, l'histoire de son sauvetage, involontaire de reste, qui constitue la trame de ce roman. Alors, cet homme, en fait, reste fidèle à sa terre, puisqu'en fait, il ne fuit pas, non pas parce qu'il n'en a pas les moyens, mais parce qu'il ne comprend pas ce qui arrive. Il est surpris, je pense, de voir tout d'un coup une armée censée défendre la Krajina, c'était la Krajina, cette région justement qui a donc subi en 95 cette attaque de la part de la Croatie, encadrée par les conseillers américains. Il ne comprend pas la fuite rapide de l'armée serbe, il ne comprend pas la fuite de la population, et en fait il observe d'en haut, si j'ai bien compris. Il n'est pas dans la vallée, et il n'a pas besoin de partir. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu un misanthrope, qui s'est retiré de la vie des gens, bien avant ces événements, qui préférait la fréquentation des abeilles et de ces bêtes à celle des gens, à celle des hommes. Une misanthropie d'ailleurs qui remonte très haut, puisqu'elle remonte même à la Deuxième Guerre mondiale, que ce vieil homme a vécu. C'est dire s'il a des raisons de se méfier de l'espèce humaine. Mais c'est pas pour autant qu'il ne comprend pas, je crois. Il comprend aussi que les hommes d'aujourd'hui sont peu fiables, que ceux qui promettaient de défendre leur terre jusqu'à la dernière goutte de sang se sont carapatés parce qu'ils ont reçu des ordres d'en haut. De fait, l'armée de la Krajina serbe à l'époque avait reçu des instructions de lâcher ses positions, étant donné que Belgrade ne voulait pas entrer dans un nouveau bras de fer militaire avec les Croates, c'est-à-dire avec l'OTAN. Et donc, cette armée a été désarmée de l'arrière, et non pas par l'ennemi. Ce qu'il y a, c'est que cette trame historique, cet arrière-plan historique, est le théâtre d'un récit que j'ai voulu faire aussi universel et aussi intemporel que possible. C'est-à-dire que, pour moi, il aurait pu se passer dans la Grèce antique.
Alors justement, cet homme a 2 fils, un dans l'armée, qui fuit en ayant oublié, visiblement, je ne vais pas tout dévoiler, et il sera donc, dans le résumé, de toute façon, vous en faites référence, c'est un second fils qui n'est pas du tout celui qu'on pourrait attendre, qui va aller chercher ce père dans cette montagne et avec ses abeilles, et qui va vivre tout un périple, en fait, initiatique, d'une certaine manière. Oui, en fait, tout le sel de l'histoire, ça consiste en comment dirais-je, en la rééducation d'un citadin, d'un homme moderne, c'est-à-dire ni homme ni femme, ni héros ni couard, un homme sans qualité particulière qui se trouve par la force des circonstances et par sa propre impatience propulsé dans un rôle de sauveteur involontaire de son propre père, dans une région totalement hostile, totalement vide, sinon qu'elle est sillonnée de patrouilles ennemies et parsemée de champs de mines. Et évidemment, cette épopée de ce fils qui va chercher son père était pour moi l'occasion d'étudier le comportement de l'homme moderne face au danger, ou face simplement à une situation insolite, qui peut arriver à tout le monde d'ailleurs, et par opposition, la sérénité de l'homme traditionnel qu'est son père. Évidemment que le voyage aller, le fils seul, ne se passe pas du tout dans le même esprit que le voyage retour, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, j'ai noté justement un passage, quand on fait référence à cette obligation qu'a le fils, c'est retrouver cet homme, en parlant du père bien sûr, lui semblait tout d'un coup d'une nécessité vitale, croire qu'il était endormi et peut-être qu'il n'avait pas conscience. Il était devenu un saumon qui remonte un torrent vers la source sans savoir pourquoi. Et c'est-à-dire justement que nous sommes tous des hommes qui remontant en fonction des éléments, en fonction d'une situation, un torrent sans savoir pourquoi. Bien, écoutez, je crois que l'étude de toutes les espèces animales, y compris de la nôtre, nous montre que les gestes les plus vitaux que nous faisons sont des gestes inconscients. Pourquoi est-ce qu'un saumon sait pourquoi il doit remonter tel cours d'eau et au péril de sa vie? Est-ce qu'un être humain sait pourquoi il se reproduit? Est-ce que nous savons pourquoi, au fond, nous sommes attachés à notre famille, à notre patrie, à notre terre? Tout ça, ce sont des choses qu'on boit avec le lait maternel. Aujourd'hui, on essaie de dire que tout est le produit d'une construction idéologique. Je défie complètement cette idée, je n'y crois pas. Je crois que les attachements fondamentaux qui nous lient à notre entourage humain, notre entourage naturel, notre entourage spirituel, sont des attachements venus du fond des âges et du fond de notre être, avec lesquels on ne peut pas jouer. Alors, ce titre, le miel, il y a certes donc le fait que le père soit apiculteur dans sa montagne, mais qu'est-ce que le miel représente? Eh bien, le miel, d'abord, ça représente l'éternité, la pureté absolue, puisque le miel est à peu près le seul aliment imputrescible. C'est plus qu'un aliment, c'est un médicament, c'est un désinfectant. Le miel purifie, le miel guérit, le miel vous nourrit, le miel vous embaume, et le miel, en plus, est le produit d'une industrie obscure des abeilles qui maintient au fond toute la vie sur Terre, puisque sans le travail de butinage des abeilles, la plupart des plantes et des fleurs ne pourraient pas se reproduire. Ce qui d'ailleurs nous pose la grave question de la disparition des abeilles et ce qu'il arrivera ensuite. C'est peut-être un signe, le signe le plus sûr de la fin des temps. Donc le miel a une signification à la fois univoque pour tous, très claire pour chacun. Simplement, chacun peut l'apercevoir à un niveau différent. Ça peut être à un niveau alimentaire, à un niveau spirituel, à un niveau thaumaturgique, c'est-à-dire médical, thérapeutique. Et il représente, je crois, l'une des notions les plus riches de sens de toute la langue que nous avons. Vous participez ce soir d'ailleurs au centre du Centre culturel serbe dans lequel nous réalisons cet entretien, à une soirée pour célébrer les 10 ans du Kosovo. Mais je vais y arriver, c'est bien ça, on est bien pour les 10 ans de Kosovo. 15 ans de la guerre pour le Kosovo. Ah voilà. Le déclenchement de la guerre. Ok, alors on va recommencer. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bon? Ah oui, c'est bon, c'est bon. On y va. 1, 2, 3.
Ce soir, nous sommes justement dans le centre culturel serbe de Paris, place Beaubourg, qui nous permet cet entretien. Et vous participez à une réunion pour célébrer les 15 ans du début de la guerre au Kosovo. Est-ce que ce livre peut être mis en relation éventuellement justement avec cet événement? Il peut être mis en relation avec toutes les situations où toute une communauté est, comment dirais-je, éradiquée, biffée de l'histoire et de la vision des hommes. Il est arrivé aux Serbes du Kosovo ce qu'il est arrivé aux Serbes de Krajina un peu plus tôt, à savoir que leur existence a été niée par leurs voisins albanais, par les alliés de leurs voisins albanais. Elle a même été niée par leurs frères de Belgrade, dans la mesure où ils sont devenus à un moment donné un fardeau plus qu'un membre de la famille. Et cette population, comme la population de la Krajina serbe, est tombée dans les limbes de l'histoire. On l'a simplement effacée, parce qu'elle dérangeait tout le monde. Évidemment, on peut parler d'ailleurs d'autres populations, on peut parler de toutes ces migrations forcées de populations qui émaillent l'histoire de l'Europe, en particulier de l'Europe de l'Est. Et à chaque fois, d'ailleurs là je me guide sur une observation de René Girard, le grand anthropologue et critique littéraire, à chaque fois, pour exterminer quelqu'un, pour l'exterminer au sens soit symbolique, soit réel, on doit le faire passer pour coupable, on doit en faire un bouc émissaire. Et René Girard faisait cette observation, que non seulement le bouc émissaire ne doit pas être aussi coupable qu'on le dit, mais il doit être absolument innocent. Et dans ces guerres, quelles que soient par ailleurs les responsabilités de leur déclenchement et des événements particuliers, les populations, en particulier les populations serbes, font les frais et sont les victimes ultimes de ces guerres. Aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, il n'y a pratiquement plus de Serbes en Croatie, il n'y a pratiquement plus de Serbes au Kosovo. La population serbe de la ville de Sarajevo, où elle était majoritaire à une époque, a été évacuée, s'est évacuée elle-même, a émigré en emportant même ses morts, en déterrant les cadavres dans les cimetières, tellement elle craignait de vivre sous un régime islamique. Et malgré cette réalité qui est que la Serbie est aujourd'hui le pays d'Europe et peut-être du monde qui compte le plus grand pourcentage de réfugiés par rapport à sa population totale, malgré ce fait, on continue de propager des histoires, des accusations sur la culpabilité des Serbes. Qui seront toujours coupables, quoi qu'ils aient fait. Ils seront toujours, bien sûr, ils continueront d'être coupables parce qu'au fond, leur culpabilité est nécessaire pour justifier ce qu'on leur a fait. Si on admet à un moment donné qu'ils n'étaient pas si coupables que ça, c'est que ceux qui les ont nettoyés ethniquement, bombardés et empoisonnés à l'uranium appauvri n'étaient pas si innocents. Alors vous dites on sait que c'est l'OTAN qui attaqua la Serbie, en tout cas la Yougoslavie et la Serbie par la suite. Ces méthodes, on les retrouve aussi justement sur d'autres théâtres d'opération, comme en Libye, comme au Mali, comme éventuellement justement ça a failli arriver en Syrie. On se rend compte que cette machine à détruire les peuples d'une certaine manière ne s'arrêtera pas. Et qu'il faut la force éventuellement peut-être d'une puissance comme la Russie aujourd'hui, fédératrice, qui rappelle le concept de droit international et des peuples justement à disposer d'eux-mêmes, comme en Crimée, pour espérer peut-être une alternative non, à ce système. Bien, écoutez, je ne sais pas si la Russie se fût comportée mieux dans l'hypothèse où elle se serait retrouvée à un moment donné seule sur le terrain. En tout cas, on a vécu une vingtaine d'années depuis la chute du mur de Berlin où le bloc occidental atlantiste, c'est-à-dire l'OTAN et ses satellites, avait une maîtrise complète du terrain, c'est-à-dire maîtrise financière, médiatique, politique, avait la capacité de faire tout ce qu'ils voulaient, et la bonne conscience de faire tout ce qu'ils voulaient dans la mesure où ils ont un appareil médiatique de propagande extrêmement perfectionné qui maintient les populations dans des croyances, dans la croyance de leur innocence. Et tout d'un coup, on a vu émerger des alternatives. La Russie, qui est surprenante d'ailleurs, parce que du temps de Yeltsin, on pensait que c'était fini, des pays du tiers-monde, du monde en développement, qui sont d'ailleurs souvent issus du monde des non-alignés, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Iran. Et cette multipolarité nouvelle oblige l'empire global à accélérer ses opérations, à les rendre beaucoup
brutale, beaucoup plus précipitée. Au risque d'ailleurs, comme on l'a vu maintenant, de provoquer des conflagrations tout à fait militaires et tout à fait graves. En fait, cette hyperviolence aujourd'hui, cette hyperaccélération est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse et d'exaspération, oui, je pense. Très bien, écoutez, Solon Despot, si j'ai une critique à faire à votre livre, c'est qu'il fut trop court et que j'aurais préféré qu'il soit au moins 2 fois plus long. Eh bien écoutez, le prochain sera beaucoup plus long. Voilà, je vous le promets. Merci pour cet entretien. Merci à vous. La Crimée se met peu à peu à l'heure russe, au sens propre comme au sens figuré. Le passage de toutes les montres et horloges de Crimée au fuseau horaire de Moscou marque aussi des changements voulus dans la société criméenne. L'arrivée du rouble, bénéfique pour les habitants compte tenu de l'instabilité du hryvnia ukrainien et de la réglementation russe, favorise également la normalisation de la vie en Crimée. L'approvisionnement en eau et en électricité, dépendant pour le moment des centrales et des stations ukrainiennes, est peu à peu assuré par la Fédération de Russie. Sur ordre de Vladimir Poutine, l'armement des unités militaires de Crimée, qui n'ont pas voulu intégrer l'armée russe, a commencé à être transféré en Ukraine. Les membres de ces quelques unités ont par ailleurs tous opéré leur retrait en Ukraine, hors du territoire russe. Tout cela a été fait dans un strict professionnalisme de la part des 2 parties, comme ont pu le constater les observateurs étrangers. Si Vladimir Poutine a appelé son homologue Barack Obama avant que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ne rencontre aujourd'hui John Kerry à Paris, ce n'est donc pas pour parler de la situation en Crimée que Moscou considère comme réglée et stabilisée. Mais c'est bel et bien pour tenter de ramener l'ordre et la paix en Ukraine, dévastée par les ingérences atlantistes et occidentales. Si Viktor Yanukovych, président élu et destitué par le coup d'État du 22 février dernier, n'était pas exempt de reproches, les pions avancés par l'OTAN en Ukraine ne sont pas plus rassurants pour les Ukrainiens. On passera rapidement sur les néo-nazis de Pravic Sector et de Sloboda, les amis de BHL et de Laurent Fabius. Ces hommes de main, payés par la Fondation Soros, sont peu à peu écartés par ceux qu'ils ont portés au pouvoir au profit des mercenaires de Blackwater, jugés plus fiables, plus professionnels et moins remuants. D'ailleurs, l'exécution du coordinateur de Pravic Sector par ses anciens employeurs montre que l'heure est désormais à la normalisation otanusienne. Vitali Klitschko, dont nous avons dressé un portrait peu reluisant dans notre dernière émission Contre-enquête, a déclaré quant à lui se retirer de la course présidentielle pour se concentrer sur l'élection à la mairie de Kiev. En a-t-il reçu l'ordre pour laisser les coups des franches à Loulia Tymoshenko? L'égérie décolorée de la révolution orange de 2004, celle qui voudrait se poser en Jeanne d'Arc de l'Ukraine, n'est pourtant ni une sainte ni vierge de tout soupçon. Élue, puis rejetée par son peuple, la dirigeante de la première compagnie gazière ukrainienne a été condamnée à 7 ans de prison ferme pour abus de pouvoir. Par ailleurs, en juin 2012, alors qu'elle était déjà en détention, le parquet de Kiev annonce que Loulia Tymoshenko va être inculpée pour le meurtre en 1996 du député Yevgeny Tcherban. À cette époque, le Premier ministre Lazarenko et Tymoshenko construisaient un système de monopole de l'importation du gaz digne des mafias de l'Est. Ce n'est donc ni une faible femme, ni une démocrate qui représente l'atout de la politique occidentale en Ukraine. Un enregistrement audio d'une conversation avec l'ex-secrétaire adjoint du Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine, Nestor Shufrich, montre sa haine quasi maladive de tout ce qui est russe, y compris dans la population du pays qu'elle veut diriger. Je cite « Je suis prête à prendre un fusil d'assaut et à aller tirer sur ce bâtard en pleine tête, et il faut prendre les armes et aller tuer ces Katsap. » Fin de citation. Katsap est le surnom péjoratif des Russes en Ukraine. Lorsque son interlocuteur évoque la situation en Crimée, la douce politicienne lâche, haineuse, je cite « Je ferai tout mon possible, je mobiliserai le monde entier dès que je pourrai pour qu'il ne reste de cette Russie qu'un champ brûlé. » Et quand Nestor Shufrich se demande quel sera le sort des 8 millions de Russes vivant en Ukraine, s'inquiétant qu'ils soient marginalisés, elle répond calmement « Il faut les tuer à l'arme nucléaire ». Voici donc les hommes et les femmes que l'OTAN, pas étonnant, qu'il n'ait pas hésité à tirer sur leurs propres partisans sur la place Maïdan pour que la situation s'envenime. Avec ce genre de personnage, on peut parvenir à tuer la moitié de son peuple, comme Pol Pot et les Khmers rouges au Cambodge. L'Ukraine n'a pas fini d'être une épine dans le pied d'une Europe divisée, affaiblie et malade. Les sanctions prises contre la Russie vont obliger celle-ci à s'affranchir des monopoles occidentaux, notamment sur les moyens de paiement, normes bancaires ou autres règles de l'OMC qui n'ont d'importance que si vous vous y soumettez.
Cela prendra un peu de temps, mais une fois que l'évolution sera complète, l'indépendance sera totale. Si la Russie ne vend plus son pétrole en dollars, Washington s'effondre, incapable de payer ses dettes qui se comptent en billions de dollars. L'Irak et la Libye ont voulu le faire et ils l'ont payé très cher. Mais il n'était pas la Russie et la Chine pourrait suivre cet exemple. L'économie européenne sent bien le danger de voir la Russie basculer totalement vers l'Asie, faute de partenaires sérieux et amicaux en Europe. Les capitaines d'industrie allemands, des sociétés Adidas, Deutsche Post ou ThyssenKrupp, ont publiquement critiqué la politique occidentale vis-à-vis de la Russie, accusant même les gouvernements occidentaux d'avoir joué avec le feu en Ukraine, et ce, depuis trop longtemps. Le PDG de la Deutsche Post, Frank Appel, trouve que, à bien analyser les événements de ces 2 dernières années, l'escalade des violences en Ukraine n'a pas été une surprise. En France, c'est le dialogue franco-russe du prince Troubetskoï qui se fait la voix des inquiétudes des entreprises françaises présentes en Russie, comme Total, Peugeot, Renault ou encore Citroën. Des milliers d'emplois français sont suspendus aux accords commerciaux noués entre la France et la Russie. En Italie, ce sont même les politiques qui commencent à mettre le holà. La ministre italienne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, dans une interview accordée au journal Corriere della Sera, a ainsi déclaré, je cite, « L'Europe doit aborder avec soin la question des sanctions contre la Russie parce que leurs effets peuvent avoir un impact négatif sur l'Union européenne. » Fin de citation. Contrairement à ce qu'une certaine presse veut faire croire, les démarches entreprises par Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov ne témoignent pas d'une position de faiblesse face aux sanctions européennes et américaines. Le plan Lavrov, que nous avons exposé dans notre précédente édition, est au contraire l'expression d'une assurance confiée à la fois par l'expression populaire et l'histoire. L'Ukraine ne peut pas devenir la base arrière d'opérations de déstabilisation de la Russie. L'Ukraine doit redevenir un État neutre, indépendant, représentatif des volontés exprimées par ses différentes populations. Un État fédéral à la frontière de l'Europe et de la Russie, trait d'union entre les civilisations européennes. L'Ukraine ne doit pas devenir un terrain de manœuvre pour la CIA, ses nervis ou ses politiciennes dérangées. Les événements en Crimée ont éclipsé l'actualité internationale et notamment la guerre en Syrie. Pourtant, ces derniers jours ont été capitaux pour l'armée nationale syrienne dans sa lutte de libération des territoires occupés. La prise de contrôle des gorges de Kalamoun a permis de reprendre un avantage stratégique comparable à la vallée du Panchir en Afghanistan pour les Américains. Le district de Kalamoun, dont le centre est la ville de Yabroud, s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la route principale Damas-Alep vers la frontière libanaise. Cette zone montagneuse a longtemps servi d'épine dorsale pour les milliers de combattants du Front islamique dirigé par Zaran Lalouche, connu pour ses liens étroits avec les services de renseignement saoudiens et la CIA. Une opération commune menée avec les forces libanaises du Hezbollah et des brigades de volontaires irakiens ont donc permis de libérer cette région montagneuse, difficile d'accès, tout en protégeant la population civile, dont des moniales orthodoxes enlevés et utilisés comme boucliers humains. Le sort de Zaran Alouche est encore inconnu. Une autre victoire, et non des moindres pour l'armée régulière, est la libération intacte du plus grand monument des croisés au Moyen-Orient, la citadelle du Krach des Chevaliers, dans la province de Homs. Un bastion réputé inexpugnable, tombé depuis 2 ans aux mains des combattants islamistes. Mais les autorités de Damas demeurent prudentes. Ces succès tactiques ne signifient pas encore la victoire finale pour le peuple syrien. Les récentes implications israéliennes et turques sous forme de bombardements aériens ou d'artillerie incitent à ne pas crier victoire trop tôt. Parallèlement aux raids israéliens, l'armée syrienne fait face à une très violente contre-offensive rebelle soutenue par l'armée turque au nord de la ville syrienne côtière de Latakia, reprise par Damas il y a quelques mois. Les combats qui s'y déroulent visent le poste frontière de Kassab, nœud vital pour l'intendance et l'approvisionnement en armes des miliciens. D'autre part, l'avion syrien abattu s'est écrasé du côté syrien de la frontière, mais les rebelles islamiques radicaux, avec l'appui de la Turquie, membre de l'OTAN, souhaitent déclencher une guerre régionale pour internationaliser ce conflit et permettre l'engagement des pays occidentaux sous la houlette de l'OTAN. Un risque que prennent au sérieux certains observateurs militaires. Washington pourrait profiter de la concentration de l'attention de l'opinion occidentale pour mener une opération militaire en Syrie avant les élections présidentielles prévues en juillet 2014.
Il y a aussi les enregistrements de réunions de sécurité nationale turque publiés anonymement sur YouTube qui font apparaître un complot du gouvernement Erdogan pour entrer en guerre ouverte contre la Syrie. Prise de panique, l'administration a immédiatement coupé l'accès des citoyens turcs à YouTube tout en dénonçant une violation du secret de la défense nationale. Selon ces documents, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan aurait préparé une fausse attaque par l'émirat islamique d'Irak et du Levant contre la tombe de Souleymane Shah à Alep en Syrie pour justifier une intervention de l'armée turque en territoire syrien. Israël, qui procède à des raids aériens en toute impunité en Syrie, a pour sa part immédiatement réagi après l'explosion d'une bombe au passage d'une Jeep de Tzahal dans la partie du Golan occupée par Israël. En fait, l'incident s'est produit tout près de la ligne de cessez-le-feu d'avec la Syrie. Damas défend la thèse d'une incursion commando en territoire syrien qui sont constantes comme les violations régulières de surveillance de l'espace aérien libanais. Mais depuis la chute de Yabrouda, les forces syriennes sont soumises au feu d'enfer des tirs de roquettes et d'artillerie israéliens en violation directe du traité de désengagement israélo-syrien sur le Golan. Nul doute que pour soulager Tel Aviv, un nouveau front au sud semble se dessiner depuis la Jordanie où réside un centre de commandement secret composé par les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Israël et de 11 États arabes. Car les autorités israéliennes sont bien plus impliquées qu'elles ne le prétendent depuis le début du conflit en procédant à un encadrement, une assistance militaire et à la fourniture d'armes à la rébellion. Et l'on ne compte pas les attaques aériennes ou les opérations commando menées directement sur le territoire syrien sans que Damas n'ait encore cherché à réagir pour éviter une escalade que recherche visiblement Tel Aviv. De crainte d'apparaître pour ce qu'il est, l'État hébreu dissimule actuellement sa politique expansionniste à travers les diplomaties occidentales, États-Unis, Union européenne, dont la France et l'Angleterre, et les partenariats avec les pétromonarchies du Golfe Persique. Ennemi de la paix, violant toutes les résolutions internationales depuis des décennies, Israël devient le principal foyer de troubles de la région et peut-être du monde. Ses ambitions sont plus grandes qu'on ne le croit et ses implications dans les guerres sur le continent africain sont dorénavant connues. Le gouvernement israélien a ceci de commun avec le pouvoir français qu'il n'est plus relié avec le souhait de sa population de vivre en paix et précipite leur pays vers la guerre. Ancien Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin avait déclaré quelques heures avant son assassinat, le 4 novembre 1995, « J'ai été un soldat pendant 27 ans. J'ai combattu aussi longtemps qu'il n'y avait pas de chance de paix, mais je crois qu'aujourd'hui, cette chance existe. Le peuple veut la paix et s'oppose à la violence, car c'est la violence qui mine les fondements de la démocratie israélienne. Il faut la dénoncer, il faut l'isoler, il faut la vomir. La voie de la paix est préférable à la voie de la guerre. » De démocratie, il reste le nom, de paix, le souvenir. À croire que partout en Occident, il soit plus aisé de promouvoir la guerre que la paix. C'est ce qui différencie le monde civilisé de la barbarie, savoir faire la guerre, mais savoir surtout construire la paix. C'est un pari fou, un véritable défi relevé par un musicien de talent pour faire revivre un style musical disparu depuis plus de 200 ans. Sergueï Polanichko est un des jeunes chefs d'orchestre de Saint-Pétersbourg qui font parler d'eux. Sa notoriété est croissante depuis 2006 suite à la création de l'orchestre de corps russe, une formation unique qui fait renaître la tradition russe de la musique de corps dont les origines remontent à l'époque de l'impératrice Élisabeth. En 1751, le comte Semyon Narishkin, directeur des théâtres impériaux, a l'idée d'améliorer la sonorité brutale et peu mélodique des corps de chasse. Un musicien ne peut jouer qu'une seule note avec son corps. Plusieurs musiciens doivent ainsi entrelacer leurs notes afin de créer une véritable œuvre. Ils composent ainsi une sorte d'orgue humain. L'impératrice et l'aristocratie russe se sont fortement impressionnés et très rapidement, la musique de corps gagne en popularité. Dès lors, les orchestres de corps participent à tous les couronnements, les réceptions diplomatiques, les cérémonies d'État, les bals, les chasses, mais aussi à toutes les fêtes populaires. Pendant plus de 100 ans, cette musique se trouvera au centre de la vie culturelle de la Russie. Mais les goûts musicaux changent et lorsque les orchestres symphoniques et les instruments à vent européens deviennent à la mode, les corps tombent dans l'oubli et avec eux, les secrets de l'interprétation et même les partitions semblent perdus.
Le principe fondamental, qui paraît pourtant simple à première vue, un musicien, un instrument, une note, se révèle cependant extrêmement difficile à mettre en pratique. Sous l'impulsion et la volonté du chef Sergueï Polianichko, l'orchestre de corps russe de Saint-Pétersbourg est la première et unique formation à avoir réussi à recréer cette tradition musicale typique, permettant de faire résonner de nouveau les œuvres des compositeurs des 18 et 19e siècles dans toutes leurs splendeurs originelles. Le ministère russe de la Culture apporte tout son soutien à cette formation de musiciens unique au monde, dont les 20 membres sont tous diplômés du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, lauréats des concours nationaux et internationaux et passionnés de faire revivre une part du patrimoine musical national. L'orchestre, qui s'est produit en Russie et sur les plus belles scènes d'Allemagne, d'Italie, d'Estonie, de Finlande et de Lettonie, donnait la semaine dernière son tout premier concert en France dans la grande salle de l'ambassade de Russie à Paris. Nous vous proposons de clore ce journal en nous quittant sur leur interprétation de la marche du régiment de Preobrazhensky.